100 ou 2000 mètres d'épaisseur. Et donc, peu à peu, tous ces éléments vont se compacter, vont se durcir et vont donner ces roches autour de nous. Pour l'essentiel, ce sont des calcaires. Comment elle est partie, la mer? Eh bien, parce qu'évidemment, l'écorce terrestre bouge, le niveau des mers aussi, mais l'écorce terrestre aussi. Et il y a un moment où ce fond marin s'est retrouvé au-dessus du niveau de la mer, et donc les calcaires ont émergé. Et à partir de ce jour-là, ils vont être soumis à l'érosion, mais surtout à un phénomène qui les caractérise, à la dissolution. C'est-à-dire que ces roches-là, les calcaires, les dolomies, sont des roches qui sont solubles dans l'eau. On va dire un peu comme le sucre, mais évidemment beaucoup moins vite. Et l'eau va réussir à se frayer des chemins, à le dissoudre et donc à créer des paysages très originaux comme ceci. Là, on a quasiment 100 millions d'années d'évolution de ces paysages qui prédigèrent la roche, qui la préparent. Et qui se continue encore. Et qui se continuent encore. Mais en même temps, sous terre, il y a des grottes qui sont en train de se creuser. Et donc, des rivières souterraines sont en train de se mettre en place et elles sont en train de vider toutes ces fissures remplies de sable comme un sablier. Notre aigle s'amuse de l'imagination des humains pour s'élever seulement de quelques petits mètres dans les airs. Ils n'ont pas fini de faire sourire les oiseaux. C'est quand même une belle grotte. Oui. Et tu vois, c'est un signe qui ne trompe pas quand on rentre dans les grottes et qu'on voit sur les parois qu'elles ont été lacérées. on comprend déjà que c'était une grotte qui était habitée Voilà, par l'ours parce que des cavernes. Cette grotte a été habitée par l'homme, mais bien antérieurement, les ours des cavernes l'avaient investie. Hein. Ça, c'est pas courant quand même. Hein. C'est vrai que dans les grands cosses, les sites à ours ne sont pas courants. Et là, ce sont deux hémimandibules très bien conservées. Bon, Qui n'est pas le même individu, ça n'a pas la même taille. Donc, voilà. on voit bien donc ça veut dire qu'il y a plusieurs ours qui venaient dans ces grottes. Ouais. Celle que j'ai en main, c'est un jeune individu. Et là, il a une qualité exceptionnelle. Là, moi, déjà, c'est un adulte un peu plus avancé, avec des dents très usées. Donc on voit bien quand même ça a servi un certain temps. C'est un animal qui pouvait être gigantesque. Dressé sur ses pattes, il pouvait atteindre une hauteur de 4 mètres. C'est pour ça qu'on voit d'ailleurs les griffades aussi haut sur les parois. Ouais. On a l'impression des fois qu'elles sont perchées. Ouais. En fait, c'était bien leur extension qui faisait qu'ils arrivaient à atteindre ces hauteurs. Nos petits ours bruns actuels feraient piètre figure à côté de ces géants. Il y a toutes les générations d'ours certainement représentées ici, depuis les bébés jusqu'aux vieillards. On imagine bien que c'était un dortoir à ours. Ça veut dire que la grotte n'était plus une rivière, certainement à l'époque-là, elle était fossile. Et donc, eux venaient dans ce genre d'abri pour hiverner. Exactement. Notre aigle survole la mémoire pétrifiée d'un océan vieux de 200 millions d'années, au carrefour des gorges de la Jonte et du Tarn, qui isolent le causse Méjean, comme une île en plein ciel. L'érosion a ici inventé les forteresses des grands causses lozériens, qui n'ont pas usurpé leur surnom de terre des cavernes. Plus de 1400 grottes, gouffres, résurgences sont déjà répertoriées. Mais combien en reste-t-il à découvrir et combien demeureront à jamais inaccessibles? Heureusement d'ailleurs que les ours géants des temps anciens n'aient jamais eu accès à cette grotte de porcelaine de Lavennes-Armand. Laurent Bruxelles n'aurait pas non plus eu le plaisir de faire découvrir à son fils Alexandre, spéléologue émérite, la grotte de Malaval, unique au monde. Elle est interdite au public à cause de la grande fragilité de ses concrétions. Eh ben, il est profond celui-là. Oui. Ouais, une bonne vingtaine de mètres. Et t'as entendu les clapotis au fond, il y a la rivière qui passe sous nos pieds. Oui. Waouh, c'est beau. Tu te rends compte, il y en a dans tous les sens. On dirait du coraux au fond de la mer. Ouais, on a un peu le fond de la mer à l'envers. Sauf qu'ici, c'est purement minéral. Peut-être quelques bactéries, c'est à démontrer, mais en tout cas, c'est purement minéral comme phénomène.
Tu vois, là, il y en a même qui se finissent par des bouquets d'aiguilles. Il faut ce qu'elles veulent, quoi, vraiment. Ici, on dirait une fleur. Oui, ouais, t'as les fleurs, t'as des anémones. C'est vrai que là aussi, ça rappelle le fond de la mer. On voit des anémones, on voit des choses comme ça. Il y a des petits tourbillons, il y a des boucles. Oui. Et là-bas, c'est fin comme des cheveux, tu vois. Et on voit la goutte d'eau tout au bout, tu demandes même comment ça tient, quoi. On va aller voir là-haut, parce qu'effectivement, il y a l'air d'avoir un très beau panneau. Fais bien attention à ton casque. Ça va, t'es installé là? T'as quand même de la chance d'être là, tu vois, parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on voit ça. C'est super beau. Il faut imaginer que les gouttes de pluie vont tomber sur le sol qui est en surface. Elles vont traverser la terre avec la matière, les végétaux, la matière organique. Et pendant son trajet, elle va se charger en gaz carbonique. C'est-à-dire qu'elle va être légèrement acide. Et lorsqu'elle va traverser le calcaire, là on a 20 ou 30 mètres de calcaire quand même au-dessus de la tête, et bien tout le long de son cheminement, elle va dissoudre le calcaire sur les parois. Et arrivé au plafond de la grotte, et bien finalement le CO2 va un peu s'échapper. Parfois il y a aussi un peu d'eau qui s'évapore. Et finalement elle contient beaucoup trop de calcaire dissous. Et il faut qu'elle le dépose. Il faut qu'il se précipite, qu'il cristallise. Et elle va commencer à faire des enduits sur les parois, puis des stalactites vont démarrer. Tu vois ces petites gouttes d'eau que tu vois là, elle a peut-être mis des semaines, voire des mois à traverser le calcaire. C'est très lent comme phénomène. D'accord. Et pourquoi ça part dans tous les sens comme ça? C'est ce qu'on appelle des excentriques. Voilà. Ce n'est pas des concrétions qui font n'importe quoi, mais c'est vrai qu'elles poussent un peu n'importe comment. C'est parce qu'il y a des lois qui régissent la formation des concrétions. Donc je te parlais des gouttes d'eau qui tombent, hein, qui percolent très lentement à travers la roche et qui tombent. Ça, c'est la loi de la gravité. La goutte, elle tombe du haut vers le bas. Donc là, c'est ce qui va orienter essentiellement le développement de la concrétion. Mais il y a aussi des forces de cristallisation. Lorsque les cristaux poussent, donc les cristaux vont se déposer suivant le même sens. Et donc ils vont avoir tendance, eux, à vouloir partir toujours dans le même sens. Puis il y a d'autres forces qui interviennent. La tension de surface. Il va y avoir des phénomènes d'évaporation. En plus, ici, dans cette grotte, il y a des courants d'air qui orientent. Chaque phénomène va orienter la concrétion. Mais si aucun ne gagne, eh bien, la concrétion, elle part dans tous les sens. Et on a une infinie de formes, tu vois, tout le long de ce panneau, qui est exceptionnel. On appelle ça la loi du chaos. Voilà, c'est vraiment la concrétion qui pousse un peu dans tous les sens. Et voilà, il n'y a pas de dominante. Finalement, en géologie, la loi du chaos peut produire des merveilles. Mais la loi de la gravité n'est pas en reste. Ici, elle a inventé des milliers de fistuleuses, frêles stalactites, remarquables par leur blancheur, leur longueur et la densité jusqu'alors inconnue de leur cristal. Seule la nature, conjuguée au temps, est capable de créer un tel spectacle. Comme dans cette salle baptisée la grotte aux rideaux de pluie, figée par le temps. Ça va te plaire. C'est beau. T'imagines? Et en fait, surtout, il y en a partout. J'ai l'impression de rêver. On dirait une ville à l'envers ou des spaghettis pendus au plafond. Oui, c'est vrai, ça fait ville à l'envers, éclairé un peu de nuit. Ouais. Alors pour être précis, ce ne sont pas tout à fait des spaghettis, ce sont des macaronis, puisque le spaghetti c'est plein, tandis que le macaroni c'est creux. Donc c'est juste un anneau, un tube, tu vois, qui fait plusieurs mètres de longueur. Comment ça se forme, ces concrétions? Toujours un problème d'infiltration. Donc c'est de l'eau qui vient de la surface, c'est l'eau de pluie qui tombe sur le sol. Et puis elle va traverser une première couche de roche qui est au-dessus, qui est sur le plateau, qui fonctionne un peu comme une éponge. Et c'est important cette éponge parce qu'elle va permettre d'alimenter tout le temps, petit à petit, la grotte en eau. Parce que ces concrétions, elles ont besoin de pousser quasiment tout le temps. Ça ne s'arrête jamais. C'est un cristal quasiment unique d'un bout à l'autre. Et chaque fissure, chaque pore de la roche va constituer un point de départ pour les stalactites. En fait, c'est de l'égouttement. Et donc, tu as la voûte, il y a une goutte qui va arriver au plafond, et cette goutte, elle va déposer un tout petit anneau de calcite contre le rocher. La goutte suivante, elle va venir en bas, elle va déposer un autre anneau de calcite, et puis la suivante aussi. Et donc, c'est une succession d'anneaux comme ça. Tu imagines, donc ils sont minuscules, ils font moins d'1 millimètre, et il y en a sur 3-4 mètres de hauteur. Et ce sont des concrétions qui poussent relativement vite, quelques siècles ou quelques milliers d'années. Donc, ce n'est pas des millions d'années, c'est quand même quelque chose qui va relativement vite. Et donc l'essentiel de la croissance se fait toujours au bout. Et donc ça va former un tube dans lequel l'eau va descendre. Parfois on voit l'eau descendre, on voit même des petites bulles qui descendent dans la concrétion. Et ensuite la goutte tombe au sol et là elle va former des stalagmites qui elles sont plus grosses parce qu'il y a déjà un peu plus de temps
pour que la calcite se dépose. Tu vois. On se croirait dans un autre monde. C'est féerique, ouais. Vraiment. L'impression de rêver. Ça fait exactement ça, oui. Sur l'immense steppe du Causse-Méjean, l'eau du ciel file se promener dans le sol calcaire et ne laisse aucune goutte à la surface. Ici, point de lac ou de rivière. Pour se nourrir, l'aigle doit absolument redescendre vers les grandes lagunes du bord de mer qui parsèment le littoral languedocien. Un long vol plané qui lui fait perdre plus de 1000 mètres d'altitude des Causses lozériens jusqu'à la Méditerranée. Mais d'abord, une halte au lac poissonneux du Salagou s'impose. Si le lac du Salagou n'existe que depuis une cinquantaine d'années, l'origine de sa roche rouge, due à la présence d'oxyde de fer et appelée ruffe, remonte à l'ère primaire, il y a 250 millions d'années. Ce spectacle géologique remarquable rappelle étrangement le Kaokoland en Namibie. Le lac héberge une biodiversité très riche, aussi bien dans la profondeur de ses eaux que sur ses berges abritant de curieux insectes et des reptiles. Tu vas vite. Ce sont eux que recherche le docteur en biologie Vincent Brier et le naturaliste Gilles Annula. Tiens, c'est ce que l'on prendre. Ah, La scolopendre est un prédateur carnassier et vorace présent sur tout le pourtour méditerranéen. Son corps allongé composé de segments portant chacun une paire de longues pattes lui permet de se déplacer plus rapidement que son cousin le mille-pattes. je te laisse jouer avec tes gants, hein, parce que c'est un animal, c'est pas très conseillé de la ramasser à main nue. Oui, il mord quoi. Il a les crochets là devant. Ils font vraiment une belle épaisseur. C'est aussi épais que la tête en fait. Hein. Et ça fait 2-3 mm de long. Hein. On doit bien les sentir effectivement. En plus du venin. En plus du venin. Et puis là, les deux espèces de fausses pattes là derrière. Souvent les gens ont peur de cette partie-là en croyant que c'est par là qu'il va piquer. Alors qu'en fait non, il mord avec sa mandibule devant. Si on est la main à l'animal, il est en train de planter. Il t'envenime comme il faut là. Super. Ça va? Ouais, c'est de bonne taille lui. Oui, oh, c'est un petit, hein. C'est pas encore un adulte, mais déjà. Pas dangereux du tout, hein, mais très très douloureux. Ouais. Les douleurs peuvent durer plus de 24 heures. Ah, ça a bien une gueule de prédateur. Hein. Pendant ce temps, l'aigle, quant à lui, survole le lac aux eaux sombres, à la recherche d'une carpe ou d'un petit silure. Hé Vincent! Ouais? Regarde! Excellent. Ah, ce que j'ai trouvé là-bas. Un osselet. Un lézard osselé. Un mâle. Ah, il est balèze, hein. Ah ouais, c'est un beau mâle. Regarde. Et donc le mâle, la largeur de la tête. La largeur de la tête, beaucoup plus large que la femelle, et surtout les pores fémoraux. Et qui servent à quoi alors? Cette rangée d'écailles là qu'il y a sur les cuisses. Donc ça lui sert à accrocher la femelle quand il s'accouple. Ouais, parce que les organes génitaux, c'est sous cette écaille là, c'est ça là? À la place de la queue. Les hémipénis sont là. Les lézards, les serpents ont deux pénis, deux hémipénis qui sont cachés là-dessous et qui vont sortir pour l'accouplement. Sortie d'hibernation, on ne pense pas à manger, on pense à s'accoupler avant tout. C'est une règle. Je fais attention qu'ils ne nous mordent pas parce que c'est quand même un lézard avec une grosse mâchoire. Ouais, voilà. Très musculeuse, hein, on voit bien les muscles à l'intérieur. Regarde les muscles à l'intérieur de la mâchoire. Il doit y avoir de la pression. C'est énorme, avec des dents bien pointues, donc la morsure est quand même pas très agréable. Pas dangereuse, mais pas agréable.
Alors c'est le plus gros lézard d'Europe. Hein. Bon, ça c'est pas un individu énorme, mais surtout la sous-espèce espagnole qui est encore plus grosse que ça. Et alors ces ocelles bleues là, c'est fantastique, c'est très joli. Puis même au-dessus là, le noir et le jaune. Là. Ouais. Cette dominante jaune avec ses ocelles bleues, c'est caractéristique. Là, il est en train de muer. Là, il est en train de muer, ouais. Les morceaux de peau qui partent. Ouais. Alors les serpents muent tout d'un coup. Hein, ils perdent leur vieille peau comme une chaussette. Et les lézards muent par petits morceaux. Et comment ça se passe au niveau des yeux? Alors, au niveau des yeux, ils ont une écaille sur l'œil qui mue aussi. Qui mue aussi, ouais. Donc tout mue. Et donc du coup, il y a un moment où le lézard, lui, a des paupières, alors que le serpent n'a pas de paupières. Et les oreilles, avec le tympan qu'on voit au fond, un gros trou avec le tympan, des oreilles très efficaces. Le lézard a une très bonne ouïe, une très bonne vue. La distance de fuite du lézard ocellé, ça peut être 30-40 mètres sans problème. Hein. S'il nous voit, il disparaît dans son terrier, on ne le voit pas. Alors des grandes griffes, tiens là il y en manque une. Ouais. Celui-là, ça c'est un accident qui arrive. Pour bien grimper aux arbres, aux rochers. Et il a quel âge à peu près celui-là? Ça c'est un animal qui a 4-5 ans à peu près. Ah il aime ça la caresse. Tu crois? Je sais pas. Il penche la tête. Ah. Il me regarde. Hein. Alors, les lézards, ils ont une vision latérale. Devant, ils voient rien. Il y a le museau qui gêne. Ah oui. Le lézard ocellé est trop furtif et rapide pour être une proie pour notre rapace affamé. Aujourd'hui, difficile de trouver un poisson dans les eaux du Salagou, troublé par une météo orageuse. Il poursuit donc un peu plus au sud, à seulement quelques kilomètres à vol d'oiseau, rejoindre l'étang de Thau. Son arrivée provoque une effervescence. Il est vrai que les flamants roses ont perdu depuis longtemps l'habitude de croiser ce rapace. Prudemment, ils préfèrent s'éloigner. Elle est claire l'eau en ce moment? Ouais, c'est pas mal. Hein. Face à la ville de Sète, sur les bords de l'étang, Vincent Prier a retrouvé Frédéric Maxent, moniteur professionnel de plongée et photographe naturaliste. On est rentré dans un cycle de vent du nord, nord-ouest, à tramontane, donc ça a chassé un peu l'eau sur le côté mer, si tu veux, et ça a permis de régénérer, de renouveler la lagune. Donc là, c'est sympa. C'est plutôt chaud, clair et très poissonneux. T'as vu des hippocampes là dernièrement? Ouais, il y a beaucoup d'hippocampes là. L'hippocampe, il est là toute l'année, lui. Mais par contre, il va bouger dans les temps, il va effectivement, en fonction des conditions de salinité, certainement, de température.